Salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de GM Web3, l'émission 100% blockchain. On est en direct sur Twitter, sur LinkedIn et sur Twitch chaque mardi, chaque mercredi et chaque vendredi matin. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alan Baudot, un ancien champion d'UFC, qui est désormais cofondateur d'un projet Web3 qui s'appelle Anywhere. On va revenir ensemble avec lui sur son parcours, ses défis, ses combats aussi. Mais avant ça, évidemment, je vais vous inviter, si ça n'est pas déjà le cas, à vous abonner sur l'ensemble des réseaux sur lesquels vous nous écoutez ou vous nous regardez. Donc évidemment, la chaîne YouTube, on a récemment passé les 1000 abonnés, donc je suis très heureux. D'ailleurs, pour cela, je vous offre un exemplaire du livre Bitcoin, le choc géopolitique, un livre exceptionnel pour lequel j'avais reçu l'un des co-auteurs, Jean-Charles Galli, qu'il a écrit donc avec Alexandre Stachenko. Ce livre qui retrace l'histoire un petit peu de Bitcoin et surtout son impact sur justement les différents rapports de force géopolitiques. Je vous offre un exemplaire de ce livre et pour ça, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur mon compte Twitter, sur le petit post épinglé et vous verrez toutes les conditions pour participer. C'est pas très compliqué. J'en profite évidemment pour faire un petit coucou à toutes celles et ceux qui sont déjà dans le chat, les habitués évidemment, Odile, Adopt et tous les autres. D'ailleurs, pendant l'émission, n'oubliez pas, vous pouvez à tout moment poser vos questions, intervenir, nous faire part de vos remarques, de vos opinions. Évidemment, je les relayerai en direct. Alors, avant de passer à l'interview du jour, je vais évidemment vous parler du partenaire de cette émission, un partenaire qui m'est très cher, puisque c'est l'école blockchain Alira. C'est la première école blockchain de France, et pas seulement en termes d'ancienneté, mais aussi en termes de nombre d'apprenants, puisqu'ils ont déjà formé plus de 2500 apprenants. Dont moi d'ailleurs, puisque j'ai fait ma formation consulting blockchain chez eux il y a maintenant près de 2 ans. Ça passe très vite. Donc cette école en fait a développé des modules de formation extrêmement concrets et qui permettent quel que soit votre parcours, quel que soit votre niveau de compétence aujourd'hui, eh bien de pouvoir vous former aux 2 secteurs les plus innovants du moment. Donc, vous avez évidemment celui de la blockchain, avec des parcours en consulting, en développement, en finance décentralisée, mais également en intelligence artificielle, donc soit en tant que consultant, soit en tant que développeur informatique. Et en fait, ces cursus-là, ils vous permettent d'appréhender justement ces innovations technologiques et de pouvoir demain les faire valoir sur le marché du travail. Vous pouvez le faire soit en tant que particulier, en tant que demandeur d'emploi, en tant que chef d'entreprise, et vous pouvez le faire également en tant que salarié dans le cadre de votre entreprise, justement. C'est tout à fait possible. Alors, effectivement, les résultats sont plutôt bons, et ça, c'est important de regarder ça, puisque 9 apprenants sur 10 retournent en emploi après cette formation. Alors, moi, je les connais bien parce que, en plus d'avoir fait ma formation là-bas, j'ai le plaisir de recevoir dans l'émission régulièrement certains des formateurs, notamment on a Gaëtan Samp, Pascal Talarida, on a évidemment notre ami Daniel, et puis moi-même j'ai l'occasion de participer à ces parcours de formation, et notamment sur des modules de marketing Web3 et de personal branding, qui sont des choses très importantes quand vous vous lancez dans le Web3 et la crypto. Alors, évidemment, ces formations sont pour la plupart prises en charge par les aides type, vous savez, CPF, la région, France Travail, etc., puisque c'est des formations qui sont certifiées par le ministère du Travail, donc elles sont éligibles aux différentes aides. Moi-même, la formation que j'ai faite, elle ne m'a pas coûté 1 euro. Donc voilà, donc il n'y a rien qui vous retient. Alors, en tout cas, allez vous renseigner sur ces formations à partir de la rentrée. En plus, elles se combinent parfaitement avec votre vie privée puisque les cours sont soit en asynchrone, c'est-à-dire que vous pouvez aller
consulter les cours quand vous avez le temps, soit c'est des lives qui sont le soir, aux alentours de 18h30, 19h. Donc, même si vous travaillez la journée, c'est tout à fait compatible. Donc, en tant que partenaire de l'émission, en prenant rendez-vous ici, en utilisant le code GRM100, eh bien, vous bénéficiez de 100 euros de remise supplémentaire sur l'ensemble des formations qu'il propose. Donc, si déjà il y a une prise en charge par les différentes instances, plus ces 100 euros, il y a des chances pour que la formation ne vous coûte plus rien. Donc, la prochaine formation, je crois, elle est en septembre. Donc, voilà, ne perdez pas de temps. Les places partent évidemment très vite. Hein. En plus, on est en espèce de bull run, donc forcément beaucoup veulent se lancer. Donc voilà, en tout cas, merci à Alira pour le soutien. Évidemment, pour nous, c'est important mettre en avant justement ces formations, sans quoi c'est compliqué de se lancer si on n'a pas un minimum de base. Alors les amis, je vous propose maintenant qu'on reçoit mon invité du jour. Alan, est-ce que tu es prêt? On dirait que oui. Eh bien, c'est parti. Alan, non, c'est comme ça et hop! Salut Alan, comment vas-tu? Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Moi, en tout cas, ça va très bien aujourd'hui. Eh ben, écoute, parfait. Oui, je vais très bien. Merci beaucoup et je suis très heureux de te, recevoir, sur la chaîne. On a eu l'occasion de se, rencontrer à différentes reprises et notamment, à l'occasion de Cube 3, l'événement, Spotlight à laquelle tu avais participé. Et c'est là qu'on s'est, voilà, c'est là qu'on a papoté un petit peu plus que d'habitude. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de justement te recevoir sur la chaîne. D'ailleurs, Spotlight, donc cet événement organisé par Valentin dans le cadre de Cube 3 pour sélectionner le meilleur entrepreneur Web 3, etc., à laquelle tu avais participé. La vidéo est en ligne hein, sur la chaîne, je crois, de Crypto. Si vous n'avez pas été la voir, allez-y, c'est génial. D'ailleurs, comment tu as vécu cette expérience-là, puisque ouais, tu as été un des participants, tu veux nous raconter? On va commencer par ça. Ouais, bah, franchement, non, c'était super cool, comme expérience. Bah, surtout déjà le fait d'être, dans le cube, avec à peu près la même techno, que la sphère, de Vegas. Donc, non, vachement, impressionnant. Et puis après, bah, le fait, bah, de faire une compétition, de s'affronter, avec les autres projets et surtout, c'est même pas question, au final sur le projet, mais ça vous le verrez, quand vous irez voir la vidéo, c'est plutôt au niveau, du mindset, des autres entrepreneurs et du mien et non, franchement, très, très bonne expérience. Et d'ailleurs, dans une des épreuves, il y a un ring. J'allais dire, heureusement que tu pas allé jusque-là, parce que sinon, parce que je crois que ton adversaire, il aurait eu aucune chance. Non, en tout cas, blague à part, c'était effectivement un super moment. Bravo évidemment à toute l'équipe de Cube 3. Alors Jean-Charles, j'en parlais tout à l'heure pour son ouvrage. Il est aussi, disons, l'organisateur un peu en chef hein, de cet événement, Jean-Charles Galli, et bravo à tous. Alors, Alan, on va passer un petit moment ensemble, on va s'intéresser un petit peu à ton parcours qui est riche, qui est varié, qui est assez atypique d'ailleurs, même si j'ai l'impression, après plus de 1000 interviews maintenant, que tous les parcours sont atypiques, mais voilà, le tien, il est quand même assez intéressant. Alors déjà, en préparant cette émission, donc évidemment, je me suis renseigné un petit peu sur ton parcours. Alors, j'ai remarqué que tu es né en 1988, comme moi, donc on a le même âge. On commence à être un peu des vieux hein, dans le Web3, puisque ça nous fait maintenant 37 ans. Tu les as déjà eus, toi? Ouais, moi j'ai déjà eu, les 37, je vais, sur 38 en février. Ok, donc bon, tu es poisson, c'est ça? Non, Ah, verso. tu vois, ça s'est joué à ça. Ok, mais donc ce sera l'année prochaine. Et alors, tu es né à Lyon, pour le coup, et d'une famille martiniquaise, j'ai vu. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement ton enfance, ton environnement, notamment social et familial? Enfance, franchement, très bonne enfance, pour, les, souvenirs, que j'ai. Bah, j'habitais, un peu en quartier, ce qu'on appelait, Zub-Zep, je crois maintenant. Donc j'habitais à Rieux-la-Pape, jusqu'à l'âge de à peu près, 10-11 ans. Je suis né à la Croix-Rousse, mais non, franchement, c'était, super cool. Vécu avec, une maman, solo. Ok. Aidé de la famille du côté de ma maman, donc beaucoup de temps passé chez la mamie avec les tontons, les tatas. Donc non, franchement très cool.
j'ai grandi dans un milieu vachement aimant et bon après ça reste quand même la dureté, on va dire, des cités, et compagnie. Mais après à mon âge, c'est pas comme si j'étais ado et que j'ai pu, connaître, vraiment le truc, super dur. Non, c'était franchement, cool. J'en ai des bons souvenirs, même si, bah, c'était pas facile, forcément tous les jours. Mais aujourd'hui, ce n'est toujours pas facile tous les jours donc franchement, non, ça va, on s'en sort bien. OK, donc ouais, donc maman, famille monoparentale, on va dire, même C'est si en ça. vrai, comme tu disais, monoparentale, mais en vrai, tu as plein de parents, quoi, avec, les tatas, les tontons, mais en tout cas, il y avait que maman, papa n'était pas là, donc quand tu dis, j'imagine pas tous les jours facile, peut-être tu parles financièrement, hem et c'est vrai que c'est pas forcément facile d'être une femme. Tu as plein de frères et sœurs ou? Ouais, alors, moi, j'ai 3 frères du côté, de ma maman et 2 du côté de mon papa. On est que des garçons. Donc après, moi, étant jeune, j'étais un petit peu proche, enfin, j'allais quand même voir mon père parce qu'il habitait à Lyon aussi. Mais aux alentours des 5 ans, bah, hop, les choses, se sont faites que je me suis, bah, j'y allais, beaucoup moins, même voire, plus du tout et à l'heure actuelle, bah, ça fait à peu près, plus d'une vingtaine d'années, que j'ai pas de nouvelles de mon père, mais après ça va. Je m'en OK. sors bien. Et tu penses que, ça, c'est un truc, que tu vas résoudre un jour? Bah, en fait, j'ai des nouvelles de mes frères, j'ai des nouvelles, de ma belle-mère, mais mon père après, tu sais, c'est un peu compliqué. C'est un rasta déjà, donc OK. il a un studio, de musique, donc il produit des artistes, de reggae et après ouais, c'est pas trop mon délire, mais tu sais, c'est un peu, le mec est un peu en mode, électron libre, je pense et rêveur. Après, au final, on se connaît pas plus que ça. Du peu que je sais, c'est que tout le monde dit, quand même que je ressemble à mon père, mais après, voilà, enfin, on a toujours, des fois ça me trotte dans la tête, hein, quand même de me dire, est-ce que, est-ce que je devrais pas faire le premier pas, aller lui reparler, pour pas regretter après le jour où on m'appelle, on me dit: «Ah bah, ton père il est décédé» ou quoi que ce soit. Mais on y Mais en reviendra même tout à temps, l'heure, mais disons que tu as fait ton trou dans le milieu de l'UFC, on y reviendra tout à l'heure évidemment. J'imagine que ton père, il a pas pu passer à côté, peut-être de certaines publicités autour de son fils. Il t'a pas envoyé un petit message un jour en disant, «bravo» ou un truc comme ça? Parce que bon, il m'a il envoyé l'initiait un pas message peut-être si? il m'a envoyé un message, mais message en plus j'en ai reparlé il y a pas longtemps avec un pote. Message en mode, «Ouais, c'est bien ce que tu as fait, mais il faudrait que je t'apprenne, genre faudrait que je te donne des» genre en mode, «Je vais te donner un conseil, D'accord, pour que la prochaine fois, genre, tu puisses gagner», tu vois? ouais. Mais Donc c'est pas ouf comme message. bah, pas ouf, mais en même temps, enfin, sans être vulgaire, je m'en battais les couilles, tu Ouais, vois? je comprends. OK. Alors tu nous parles justement, donc si j'ai bien compris, tu restes, à Londres entre guillemets dans un quartier un peu populaire, jusqu'à tes, 11 ans et ensuite vous partez plutôt à la campagne de ce que je vois. Et donc là, il va y avoir un alors pourquoi déjà? Parce que, pourquoi, ta maman elle décide de partir de là? Elle a une opportunité ou, est-ce que ça va changer, quelque chose chez toi dans ton parcours de quitter ce milieu, un peu peut-être un peu plus populaire? Franchement, ouais, c'est, gros changement. Donc, ma maman, après, quelques années, bah, de fréquentation avec, mon beau-père, maintenant, décide de se marier et au final, bah, on décide, de migrer, dans la campagne, franc-comtoise, donc, à côté de Besançon et franchement, ouais, pour moi, gros changement. Quand j'étais jeune, j'étais habitué avec mes potes à partir, prendre le bus, aller à la piscine, tout était proche et accessible parce que j'habitais à la ville et là, de me retrouver à la campagne, où, pour faire le moindre truc, ben, il faut avoir une voiture, faut être véhiculé, donc obligé de demander aux parents d'aller à droite, d'aller à gauche et surtout, j'arrive dans un village un peu comme, Marly-Gaumont où, je suis le seul Renoir. Donc, franchement, pas difficile. Bah, bizarrement, 1 rencontre avec, mon meilleur pote aujourd'hui, on s'est battu.
parce que je crois qu'il a, si je me rappelle pas, enfin si je me rappelle, il avait dû insulter mon petit frère. Mais après, voilà, on s'est battu, ça s'est réglé. Et puis au final, on est devenus meilleurs potes et depuis, ben, on est toujours inséparables. Donc non, non, ouais, un peu bizarre le choc, ben, d'arriver en mode où autour de toi, ben, c'est de base plutôt jeune, dynamique et tout, et là d'arriver à la campagne, tu rien, faut faire 25 kilomètres pour aller au cinéma. Enfin, il y a pas de bâtiment, t'as que des vaches et des maisons. Et non, franchement, c'était dur un peu au début, surtout que moi je faisais déjà du sport un tout petit peu à un bon petit niveau. Je jouais au Tu faisais volley. du judo, non? Non, je faisais du volley Ok, au début à Lyon, et en fait, je devais rentrer en équipe du Rhône chez les jeunes. Et au final, ben, j'en voulais aussi un peu à ma mère par rapport à ça. Ben, c'est que j'ai dû tout quitter et plus ou moins, ben, arrêter mon rêve entre guillemets de sportif. ok. Et puis au final, après, je me suis mis à jouer au foot un peu avec les copains. Et puis voilà. OK. Alors tu disais, tu étais le seul, donc le seul black, Du du patelin, ouais. village ou je sais pas, même peut-être de tous les bourgs, aux alentours, parce que ça se passe comme ça en général. Ça t'a forgé? Tu as eu besoin de prouver autrement, ou ça a juste été surprenant au début et après, les gens s'en foutaient? Parce que bon, là, tu arrives à l'adolescence par contre à ce moment-là. Ouais, j'arrivais à peu près autour des 12 ans. Ben, franchement, je sens pas que j'ai eu forcément besoin de prouver. En fait, je pense que, c'est comme toute nouvelle chose, qui arrive dans la vie, tu vois? C'est qu'au début, ben, tu te dis: «Ouais, non, c'est bizarre, c'est un peu, contre-intuitif». Puis après, tu te dis, avec le temps: «Bah, en fait, non, ça va, c'est cool». Et puis après, une fois que c'est fini, bah, tu te dis: «Ouais, mais en fait, c'est logique», tu vois? Et c'est un peu, ce qui s'est passé, bah, je pense avec les gens. Au début, ils se sont dit: «Ouais, putain, c'est bizarre, un Renoir qui arrive ici, comment ça se fait et tout?» Puis après, avec, les années, ben, les gens, ils se sont dit: «Ouais, bah, en fait, il est cool Alan, c'est un bon gars, tout». Et puis après, ben, avec toutes les choses que j'ai faites, le fait de passer à la télé, le sport et tout, bah, les gens ils se sont dit: «Ah putain, ouais, mais c'est mon pote Alan, mais c'était normal, qu'il allait percer, c'est no». Tu vois? Donc enfin, c'est un peu comme tout. Et franchement, tu sais, moi, je m'en fous, j'essaie de rester, toujours moi-même. J'ai une grosse croyance au karma, d'essayer toujours de faire les bonnes choses, pour, recevoir entre guillemets «le bien», derrière. Mais non, franchement, j'ai pas galéré plus que ça. Après, t'as des gens, qui sont racistes, mais j'ai pas eu, le fait, en face de moi où, des gens sont venus m'insulter ou quoi que ce soit, tu vois? Alors, ouais, bah, en même temps, en même temps, faut se lever tôt, hein. Oui. Non mais non mais voilà. Non mais parce que alors tu sais quoi? Cette semaine, c'est une semaine intéressante. Alors c'était pas prévu, tu vois? Mais vendredi, je reçois Agathe. Alors elle a fait, du, cyberféminisme un combat. Voilà, pour le coup, on va en discuter avec elle évidemment, ça va être passionnant à partir de 10 heures, puisqu'elle estime, elle l'écrit à longueur de poste et je voudrais pas évidemment, corrompre ses tweets, mais bon, c'est assez évident. Elle pense que le CTFR et que l'écosystème crypto, Web3 est toxique. Parfois même, elle s'insurge contre une certaine forme de racisme, de droitisme, de machisme, etc. C'est quoi ton avis là-dessus? Toi, tu es concerné, tu es black. Est-ce que toi, tu as un sentiment dans les différents événements ou sur Twitter, dans le CTFR ou même dans le CTUS, puisque tu es sur Solana, on y reviendra tout à l'heure. Est-ce que tu ressens ça d'une manière ou d'une autre ou pas? Non, franchement, je ressens pas ça. Après moi, le seul, truc, qui était un peu, bizarre au début, c'est que, bah, quand tu arrivais dans les events, genre, il y avait pas trop de renois, tu vois? Ouais, Comme, il y avait pas trop de femmes, et je pense ouais. qu'elle, elle est plus dans le cas où il y a pas trop de femmes. Moi, j'étais plus dans le cas où il y avait pas trop de renois. Mais, depuis, on va dire, 3-4 ans où je fais, des events, à gogo, bah, je vois de plus en plus de renois, de plus en plus de rebeux. Et au final,
c'est pareil. Donc là, on parle du CTFR, mais tu vas à Singapour, à Tokyo 2049, bah, tu te dis, au final, tu as un occidental, tu te dis, ouais, mais il y a que des Asiates. Donc, tu vois, je pense que Je pense que si on elle, allait dans un événement, par exemple à la Hakon City, si ça avait abouti, il y aurait eu pas mal de Renois, je pense. c'est ça, et je pense tout dépend le lieu où tu es et pareil, tout dépend, enfin, tout dépend la vision et l'ouverture d'esprit, que tu vas avoir. Donc oui, c'est sûr que, si tu te dis, fin d'année, chaque à Biarritz, je suis le seul Renoir, oui, mais en même temps, enfin, on s'en fout. Tu vois? Le but, c'est que, on n'est pas là pour savoir, qui, vient de tel endroit, telle origine. La plupart du temps, en plus, les gens sont dox encore. Donc bah, le but, c'est qu'on est là pour des compétences, on est là pour un mindset et on est là, surtout, bah, pour une croyance, cette croyance, au Web3, cette croyance au Web3, et c'est ça le plus important. Mmh. Alors après, le fait de s'attarder sur le reste et compagnie, je pense, enfin, après, je connais bien Agathe, hein, je pense que c'est plus elle et dans son état d'esprit qui veut faire, une guéguerre là-dessus, mais pour moi, il y a même pas besoin, tu vois? OK, non, c'est intéressant. Alors a priori, moi, je suis plutôt, d'accord avec toi, pour le coup. Moi aussi, je fais partie de certaines minorités, et pourtant, j'ai pas le sentiment qu'il y en a trop ou pas assez. Mais justement, ça va être intéressant vendredi de discuter avec elle, d'échanger justement, ses points de vue et de comprendre, bah, s'il y a un souci et si oui, comment on peut le régler. Parce que bon, après tout, on est tous membres d'un même écosystème et si certains sont pas complètement à l'aise, et qu'on peut les aider à s'y sentir mieux, pourquoi pas. Mais ça m'intéressait d'avoir justement ton avis sur le sujet. Alors, on revient un petit peu sur toi. Alors, je crois que au début, tu as fait une formation en électrotechnique. Tu veux nous raconter un petit peu ton Non, parcours? j'ai Non. pas fait de formation en électrotechnique. La première formation que j'ai fait, c'était, en cuisine. Je faisais de la cuisine. OK, Donc j'ai un BP, cuisine. Je pense électrotechnique, ça doit être, mes parents, mon d'accord. beau-père. Donc Alors, je autant pense pour moi. que c'est peut-être, Wikipédia ou un truc comme Ouais, ça ouais, ouais. Bah, en qui a fait, ta dû, page, alors finalement, peut-être que c'est pas fiable sur ta page, c'est possible. Ou peut-être j'ai fait une confusion. Mais OK, donc toi, tu as fait de la cuisine. OK, ouais, c'est ça, j'ai fait de la cuisine, donc j'ai un BP cuisine et en fait, bah, en même temps, je faisais du sport. J'étais en sport-études judo et il y a eu un moment où j'ai dû faire un choix, en fait, entre les 2 parce que les 2 n'étaient pas cumulables et en fait, bah, j'ai choisi, de refaire, du judo et puis derrière ça, après, je suis reparti en cuisine et après, j'ai complètement arrêté le judo et après, j'ai complètement, changé bah, de filière. Je suis parti faire un CAP maçonnerie. Ça a rien à voir, hein. C'est parti faire un CAP maçonnerie où je bossais avec des potes à moi, donc on avait une équipe, on bossait tous dans une boîte et en fait, au début, je bossais en intérim et ils m'ont dit: «Ah bah, ça te chauffe, bah, au début, ben, pour pas être, manœuvre, pendant, 15 000 ans, de passer ton CAP maçonnerie». Donc j'ai passé ce CAP maçonnerie. C'était cool et en fait, de là, bah, tu vois, c'est là où, il y a eu les premiers ers voyages au Japon, avec un pote à moi où, où on a fait nos premiers voyages et en fait, en revenant, de ces voyages-là, bah, au moment de plus ou moins après ma formation, pour pouvoir me faire embaucher, je vais dans le bureau du patron et le patron, il me dit: «Ouais, bon, voilà, nous, on sait pas ce qu'on va faire de toi, qu'est-ce que tu veux faire, et compagnie». Et je lui dis: «En fait, la maçonnerie, c'est bien, mais genre, je veux pas faire ça toute ma vie», tu vois? Et de là, je dis: «Moi, c'est le rêve américain que je veux». Et genre, en fait, en mode, il se fout de ma gueule, tu vois? C'était, un patron d'entreprise, tu vois, soixantenaire, qui m'a dit, «Ah, le petit jeune, tu un trou du cul, on habite à la campagne, tu vas faire quoi?» Tu vois? Et de là, je mets un peu, les gants, avec un autre pote à moi où on commence un peu à s'initier un peu au MMA et et après je pars, avec son frère. On part au Japon, et au Japon, on décide, de partir pour ouvrir une épicerie française, enfin franc-comtoise à Tokyo. Parce qu'à force de faire des voyages là-bas, on partait souvent. Bah, on s'est dit: «Vas-y, viens, on ouvre un business», mais bah, en arrivant là-bas, plus ou moins grosse désillusion où,
plus ou moins, on nous a fait comprendre que si tu t'appelais pas Joël Robuchon, c'était mort, tu vois. Parce qu'il fallait beaucoup d'oseille et surtout, bah, c'est qu'il fallait des connaissances, tu vois. Je parlais pas anglais en ce temps-là, je parlais pas japonais non plus. Euh, j'avais pas, euh, j'avais pas fait non plus d'études dans le commerce international, mais pour moi, juste le fait, bah, d'être un grand rêveur et d'avoir fait des études dans la cuisine et surtout, bah, de d'avoir vécu dans une belle région comme la Franche-Comté où c'est une région riche en terroir, bah pour moi c'était suffisant avec plein de rêves pour partir faire son baluchon et monter un business. Et plus ou moins on m'a fait comprendre que non. Et de là à Tokyo, j'avais fait entre-temps j'avais fait 2 saisons de rugby où je jouais en fédéral 2 et 3 à Besançon et je vais dans une salle, il fallait que je perde du poids, je faisais en ce temps-là 140 kilos. Et je rentre dans une salle et c'était une salle de MMA. Et dans cette salle-là, c'était une salle d'une légende du Pride, donc qui s'appelle Ayato Sakurai. Et de là, il nous voit et il me dit, ah, bah, Alan, ça te chaud de faire des combats professionnels. Et de là, bah, on passe, tu vois, Mais à un nouveau step et au début de l'histoire. le parcours, il est quand même, quand tu prends un petit peu de recul, il est quand même lunaire. C'est-à-dire qu'au départ, on est aux alentours de Lyon en tant que maçon. Ensuite, on parle de Tokyo et d'une épicerie franc-comtoise. Et ensuite, on a du MMA. Alors, on comprend bien quand même que les sports de combat, c'est un peu un fil rouge dans ta vie et que ça te suit quand même un petit peu. Mais surtout, quelle dinguerie de partir à Tokyo pour aller ouvrir une épicerie française et ensuite se retrouver justement à faire du MMA. Donc ça, c'est quand même assez bluffant. C'est quoi qui te drive pendant tout ça? C'est le côté un peu YOLO, en mode on va voir et on tire les opportunités quand elles arrivent. C'est quoi ta philosophie à ce moment-là? Ouais, moi, ma philosophie, c'est que j'ai toujours été un grand rêveur, tu vois, et j'ai toujours été celui plus ou moins qui était. Après, je sais pas si c'est du fait de, bah, par exemple, quand je suis arrivé, j'étais le seul black et tout, de toujours vouloir se différencier et surtout, bah, déjà rester moi-même, mais pas essayer de rentrer dans un moule ou dans des cases. Et au final, ouais, que ce soit même vestimentaire en termes de vêtements, j'essaie toujours d'avoir la pièce que personne n'a ou même en termes de, enfin tout, ouais, j'essaie vraiment d'être atypique et d'être différent et je pense que bah, ça se reflète dans mon parcours. Mais ouais, quand j'arrive à Tokyo, je suis vraiment en mode mindset, bah vas-y, c'est même pas un rêve, tu vois, parce que c'était pas du rêve, c'est vas-y, fuck, on vit la vie Mais comme elle vient et on avance, tu vois. à un moment donné, tu parles de rêve américain et tu pars à Tokyo. À un moment donné, tu n'as pas l'impression de t'être trompé de. C'est ça. Bah, en fait, c'est parce que de là, moi, en fait, pour moi, mon rêve, c'était de partir aux États-Unis, tu vois. Et j'ai mon pote, lui, qui avait déjà fait un premier voyage au Japon et qui me dit, vas-y, gros, viens avec moi, on passe Nouvel An au Japon. Et de là, je pars à Tokyo et c'est de là où je tombe amoureux du Japon. Et je me dis, ouais, en fait, il y a une dinguerie ici. Et fuck les États-Unis pour l'instant. Genre, mon pays, tu vois, c'est le Japon. Et de là, bah, à force d'y retourner, de se faire des potes là-bas et de kiffer, bah, tac, tout s'est fait de fil en aiguille. Mais j'ai pu quand même aller aux États-Unis après. Ok, je vois. Et alors, justement, parlons un peu du Japon. Moi, c'est un pays dans lequel j'ai pas encore été. J'ai été en Corée, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, mais j'ai pas été au Japon. C'est un des projets que j'ai dans les prochains mois parce que j'aime beaucoup la culture nippone, les paysages, la nourriture, la culture de l'animé, du manga. Moi, je suis un gros passionné de tout ça. Toi, c'est une culture qui te parlait ou vraiment tu y as été vraiment pour l'opportunité et arrivé sur place, est-ce que tu as été agréablement surpris, déçu qu'est-ce que tu as appris avec quoi tu es revenu de ce séjour au Japon en termes de culture et de mindset justement? Ben moi, j'avais déjà un peu la culture japonaise parce que j'ai fait du judo à haut niveau pendant Ouais, 10 ans et en fait, tu vois, enfin, j'étais dans un club où souvent on recevait des Japonais qui venaient pour nous enseigner des techniques, des trucs et en fait, moi, ce que je kiffe au Japon, c'est la simplicité.
du japonais, le respect, l'authenticité, parce qu'ils sont quand même vachement authentiques. Et après, ça, c'est plus dans Tokyo, c'est le côté grande ville, c'est ouf, tu marches dans une rue, tu vas avoir des dingueries, tu peux aller dans une autre rue, tu vas avoir des trucs totalement différents. Et, euh, et non, ouais, ce côté speed de la ville, tu vois, autant, bah, moi j'habite sur Paris, mais autant sur Paris, c'est speed et tout, mais tu vois, je trouve, c'est pas le même délire, tu vois. Là-bas, en fait, tu sais, j'ai encore la vision en mode Akira, tu vois, où tu sur le scooter, boum, ça bombarde, il y a des dingueries qui se passent, tu vois. Surtout que moi, en plus, j'ai eu la chance bah, de vivre Tokyo comme je pense qu'aucun étranger l'a vécu, parce que j'étais vraiment que avec des Japonais. J'étais pas du tout avec des expats là-bas. Et surtout, bah, moi, j'ai un de mes meilleurs potes au Japon qui est un des plus gros yakuza de Tokyo. Et ouais, j'ai vu vraiment. Tu vois, il y a des gens, souvent on parle d'Oussama Hamar, qui disent ouais, comme quoi il a fait une partie de casino. Moi, je l'ai fait. Et en fait, c'est pour ça que il y a plein de gens, je leur dis, mais en fait, enfin, oui, on sait qu'il raconte des mythos, tu vois. Mais je pense, ce truc-là, il y a moyen qu'il l'ait fait, tu vois. Parce que moi, je l'ai fait et c'était une dinguerie, tu vois. C'était une dinguerie. On t'entend plus. Petit coucou à Milei qui nous rejoint. Salut la team chocolatine. Ok, très cool. Et alors finalement, donc tu décides de te lancer dans le. Alors raconte-nous un petit peu justement le MMA. Comment tu te lances véritablement en tant que joueur. Alors je ne sais pas si on peut parler de joueur pro. Ouais, non, alors c'est pas Ouais, joueur parce que quand on fait des sports de combat, on joue pas, tu vois. Enfin, combattant. voilà, c'est ça, combattant. Bah, en fait, comment ça s'est passé? Donc, ce que je te disais avant, j'arrive à Tokyo, donc pendant les 3 mois où je suis venu plus ou moins faire un benchmark et essayer de voir pour monter l'épicerie. Dès les débuts, tout de suite, on nous fait comprendre que non, c'est mort et que ça va être compliqué. Donc de là, je pousse la porte d'une salle et tout de suite, il y a le coach, tu vois, qui était un ancien athlète, une ancienne légende, me dit bah vas-y, t'as un bon physique, viens, tu t'entraînes pour faire des combats pro. Mais il se base vraiment que sur ton physique. Il Que te voit sur le physique, combattre. Ok, donc il voit une masse. Il que se dit, sur ok, le physique. lui, Il me voit rentrer ouais. que sur le physique. Tu Il nous me dit rappelles un peu, parce qu'il y en a peut-être qui t'ont pas vu en vrai. Tu mesures combien, tu sais, parce que là, à la cam, on voit pas, mais ouais, je fais 1,91 m pour 120 kilos là maintenant. ok. Mais dans le temps, je faisais 140 kilos. Ok. Et surtout, en fait, de base, le MMA, en fait, enfin, vient du Japon. Et dans le MMA à l'ancienne au Japon, donc quand tu prends la génération plutôt du Pride qui était un peu avant l'UFC, ils aimaient bien faire des combats tiens un peu démesurés où t'as des mecs qui font 230 kilos contre un gars qui fait 90 100 kilos, tu vois. Ah Et ouais. en fait ils ont tu sais avec l'esprit du sumo, du machin, tout ça, Ouais. pour eux, ils arrivent à avoir de la force dans un gros poids lourd par rapport à certains pays où on va avoir un gros, où on va avoir un mec qui est bien charpenté, on va lui dire ouais non, t'as pas le physique d'un athlète, tu vois. Alors que là-bas, au contraire, quand t'es balèze, c'est comme ça, t'es bien portant, ça peut être un athlète, tu vois, et il kiffe en fait ce parallèle entre plus léger, plus lourd, gras, musclé, tu vois, il kiffe ça. Et donc de Intéressant. là, bah, je m'entraîne pendant 2 mois et demi à peu près, pour le temps qui me restait, parce que j'étais parti sans visa. Et de là, je rentre en France, ils me rappellent et ils me disent, bon, bah vas-y, on a un combat, ton premier combat pro, on paye le billet d'avion, tu reviens dans 2 semaines. Donc je rentre en France, je repars, je m'entraîne vite fait avec un pote dans son garage, tout à l'ancienne en mode Rocky. Je reviens à Tokyo et je fais mon premier combat pro et je gagne par KO au premier round. Et de là, après, direct, les choses, enfin, les discussions sont complètement différentes. Où bah, là, il commence à me dire, OK, ce serait cool bah, que tu viennes habiter à Tokyo.
et tu as du potentiel et qu'on puisse bah, commencer à créer une carrière avec toi, une carrière sportive. Ils m'ont dit, bah, on va pouvoir t'aider à trouver un logement, un taf et compagnie. Donc moi, ni une ni deux, je repars en France et de là, je rechange de taf pour faire plus d'oseille. Je fais de la livraison, donc je taffe en logistique. Je mets à gogo d'oseille de côté pendant 6-7 mois. Je continue aussi à m'entraîner vers chez moi avec mes potes, tout, parce que j'ai des potes qui sont passionnés de MMA. Et de là, je fais un premier working holiday. Et je pars donc avec ce visa-là sur Tokyo. Et de là, bah, mon aventure, plus ou moins mon début de carrière de MMA commence. Et j'enchaîne les entraînements. Alors au début, je dis très compliqué. Je parle pas bien anglais, je ne parle pas du tout japonais ou très peu, tu vois. J'ai un peu de vocabulaire, mais très très limité. Et il faut que je trouve un taf là-bas et surtout il faut que je me loge. Au début pour se loger c'est compliqué, c'est cher et tout et au final je vois toutes mes économies qui font ça fond comme neige au soleil et de là je pars faire le camp d'entraînement. Maintenant un de mes meilleurs potes à Tokyo. Dans le temps, je pars l'aider pour son camp d'entraînement. C'était un combattant de MMA, il allait combattre et il avait besoin d'un sparring partner. Donc je pars avec à sa salle pour s'entraîner. Je fais le sparring avec lui et tout. Et genre je l'ai mis vraiment bien, tu vois. Je l'ai mis bien et de là, il me dit, putain, tu cherches pas du boulot. Je cherche pas du taf, tout. Et je lui dis, bah, si, je suis grave en dèche, là, il me reste plus trop d'économies, tout. Et de là, ben, je commence avec lui à bosser à Roppongi en tant que sécurité en boîte de nuit. OK. Oui, parce que justement, ça, c'est intéressant, c'est que le MMA à ce moment-là, alors peut-être après tu nous diras, ça te permet pas de vivre, et donc il faut bien, gagner sa croûte, et donc à ce moment-là, c'est dur de trouver du boulot, à cause de la barrière de la langue peut-être, ouais, Bah, déjà, de un, il y a la barrière de la langue et de deux, il y a surtout mes connaissances, tu vois. Enfin, autant tu une vas à qualification, tu veux Tokyo. dire? Si tu vas à Tokyo et je sais pas, tu as un designer ou tu as un digital nomade, Ouais, tu peux t'en sortir parce que tu peux taffer en étant quand même sur le marché français ou européen ou américain, enfin suivant le marché dans lequel où tu as tes clients et commencer, tu vois, à ouais. taffer et que t'es pas forcément dépendant de ce qui se passe à Tokyo ou de trouver du taf là-bas. Et moi, j'ai pas du tout ces connaissances-là. J'avais fait de la cuisine, donc autant dire la cuisine japonaise, compliqué. Tu veux être cuisinier au Japon, c'est complexe aussi. Tu vois, ils prennent pas n'importe qui. Plus ou moins, il y a un apprentissage qui est assez long. Pour faire des sushis, encore pire. Et donc, de là, pareil, je suis pas encore du tout dans le digital. Genre, Ouais. j'avais un Donc tu pas téléphone, à ce moment-là, ton profil, il colle pas avec, ce qu'on peut trouver, enfin du tout, comme emploi, quoi. OK. Et donc du là, tout. Donc, les l'opportunité seuls emplois de travailler dans la sécurité, bah, ça fit bien, quoi, parce que là, l'avantage, c'est que, de ouf, de ouf, de ouf. Non, franchement, ça fitait grave bien. Et donc, de là, mon rythme, c'est de bosser la nuit. Donc, je bossais dans une boîte qui était ouverte 7 jours sur 7. Donc ça c'était cool. J'ai bossé la nuit, le matin, petite sieste, le matin en sortant du taf, premier training, après de nouveau repos, deuxième training, je mangeais, boum et je repartais, directement, au Donc taf. là, tu es obligé d'avoir une discipline de fer parce que, tu Ouais, travailles la nuit, donc la journée, genre, d'aucuns diraient: «Bah, tu te reposes», sauf que toi non, parce que tu as quand même ton rêve, de faire du MMA, donc tu peux pas, à ce moment-là, te laisser aller. C'est en évident f pour toi ou c'est un peu dur quand même cette discipline? en fait, c'était pas dur,
et en même temps, j'étais obligé d'avoir, cette discipline-là parce que, bah, de un en plus, en parallèle, quand je suis parti, ma compagne m'a juste avant de je crois 2 ou 3 semaines avant de partir, mon ex-compagne, m'avait annoncé, la comme quoi elle était enceinte de mon Elle, premier fils. elle est au Japon avec toi à ce moment? Non, elle est en France. Donc, Ok. tout était déjà payé et tout était déjà prévu plus ou moins et de là, ben, on prend le choix les 2, ben, que je me focus, à fond sur, ben, sur le MMA et que, elle, ben, elle s'occupe avec son taf et de s'occuper, ben, de faire, plus ou moins toute sa grossesse, en mode, tranquille, vers sa famille et tout et donc ouais, pas le choix, tu vois? De l'autre côté, je me dis: «Ben, je suis pas là, pour enfiler des perles». J'ai fait, enfin, j'étais pas le seul à avoir fait, un sacrifice au final. Donc pareil, j'étais aussi en mode, perte de poids. Donc non, j'avais trop de défis et je pouvais pas laisser tomber et en plus, tu vois, c'est autant en France, ben, il y a plein de gens qui se plaignent et tout, mais autant en France, t'as pas de taf, tu en mode, posé, tranquille, tu veux rien faire, ben, t'as ton petit RSA, ton petit truc. Mais là-bas, ça marche pas. Là-bas, c'est tu taffes ou marche ou crève, tu vois. Ouais. Donc, ouais, pas le choix de trouver des opportunités. Pareil, mon chef, quand je bossais dans la sécu, qui se trouvait, ben pareil, j'avais un bon mindset et que je bossais bien. Après, il me donnait des petites missions de garde rapprochée, de trucs comme ça. Donc, non, non, franchement, c'était grave cool, tu vois. Ouais, je Et tout vois. ça, au final, sans parler japonais, c'est vrai. Et ça c'était dingue. Donc après, j'ai appris De toute un peu façon, à dans la parler. sécurité, tu dois pas faire des longs discours, c'est tu passes ou tu passes pas. Ouais, après, moi, surtout, bah, quand tu bosses dans le monde de la nuit, oui, tu fais pas des grands discours parce qu'il y a la musique à fond et tout, mais c'est surtout, en fait, bah, j'ai dû quand même apprendre le vocabulaire pour pouvoir me faire comprendre, tu vois. Et après, c'est sûr que eux aussi, ils ont été grave cool, c'est qu'ils ont grave été patients avec moi. Ils trouvaient des nouvelles manières, je pense, qui étaient complètement différentes de leurs habitudes pour pouvoir ben, communiquer avec quelqu'un. Et surtout, bah, au bout d'un moment, après, tu deviens pote, tu vois, tu vois ces gens tous les jours et tout. Bah, ça te rapproche, tu vois. Donc, non, Ouais. c'est cool. Alors, si on revient un peu sur le MMA, donc, c'est quoi la suite, les premiers alors pas le premier combat, ça on a compris, donc victoire par KO, OK et ensuite, ta carrière, tu la résumerais comment et c'est quoi les combats qui ont vraiment marqué, ton parcours, peut-être le plus difficile, celui de le plus mémorable? Raconte-nous un petit peu, tout ça parce que bon, tu as fait quand même beaucoup de combats, J'ai fait pas mal de combats. Après, j'en ai pas fait non plus énormément, hein. Il y a des athlètes à mon âge qui avaient fait beaucoup plus de combats que moi. Franchement, là-dessus, j'ai été, on va dire, entre guillemets, chanceux de pas avoir fait autant de combats et d'avoir atterri là où j'ai atterri. Mais non, bah après, je fais 6 combats, mes 6 premiers combats au Japon. Après, pour eux, c'est un peu compliqué après pour pouvoir ben, me faire grossir à l'étape d'après et me faire step up. Donc de là, je décide de rentrer en France. Surtout, ben, que je me suis endetté à cause du MMA au final, parce que ben, tout mon passage à Tokyo me coûtait cher par rapport ben, à ce que je gagnais. Parce que malgré le fait ben, que j'avais mon taf de sécu, c'était pas forcément assez. Donc je attends, décide parce de... que là, tu passes les 6 combats que tu fais, ça se passe bien, tu gagnes ou est-ce que ça se passe Ouais, ouais, les 6 combats, 6 combats, je gagne. et pourtant, ils n'arrivent pas à ce moment-là, tu dis, à te faire Ah, grossir. C'est quoi la limite qu'on comprenne un petit peu et pourquoi tu es obligé de le, rentrer? le problème, alors, ce qui se passe, c'est que quand si tu préfères, on va dire,
avec quatre endroits où tu as du MMA qui se passe. Donc, tu vas avoir l'Europe, tu as l'Asie, t'as un tout petit peu l'Afrique qui commence à beaucoup plus se développer Ok. maintenant, et tu Et as les les États-Unis. États-Unis. Mais autant, moi, où j'étais en Asie, c'était la vague creuse D'accord. du MMA. Et en fait, avant, le MMA, c'était grave populaire. Et en fait, tu as eu plein de trafics entre les Yakuza, les organisations de MMA, la télé et tout. Et au final, ben, ils ont décidé que le MMA ne passait plus à la télé. Il y avait des trucs par rapport au paris sportif. Donc, tout ça, le MMA, si tu préfères, D'accord. tout a été cuté. Et de là, moi, je suis arrivé dans cette vague-là Ok. où le MMA, T'as bien choisi, quoi. c'était pas le truc le plus populaire. Ouais. Enfin, c'était populaire, mais c'était pas le truc le plus hypé, le sport le plus hypé du moment, comme tu peux avoir le MMA maintenant en France, c'est super hypé. Et donc de là, bah, eux, ils ont du mal à me trouver des combattants qui veulent combattre face à moi et qui acceptent les défis. Et en général, les Japonais, bah, ils sont très proches de la Corée et un peu de la Chine. Mais après, en dehors de ça, ils ont du mal à aller s'exporter en tant qu'athlète, tu vois. Leur réseau fait que eux, ils sont vraiment que sur cette partie-là, et après, leurs connexions s'arrêtent pour aller un peu plus loin. Ok. Et De alors, là, donc, ils arrivent à me faire combattre quand même. Bah, je combats en Chine, je combats en Corée. Mais après, ça se limite parce qu'ils ne trouvaient plus de combat, tu vois, et ils ouais. pouvaient plus me faire level up, tu vois. Donc, parce que là, en ce temps-là, moi, je combattais dans des organisations mineures et moyennes. Donc, tu as trois types d'organisations. Tu as les grosses organisations type UFC, PFL et compagnie qui sont un peu plus connues en France. Et après, tu as des organisations moyennes où tu vas avoir Ares, Cage Warrior et compagnie qui sont ces tremplins pour pouvoir partir dans les big leagues. Donc moi, j'étais à ce niveau-là, mais c'était en mode Ok. saturation parce qu'ils n'arrivaient pas à Et aller à me faire step up. merci, c'est plus clair. Et donc tu dis tu t'es endetté, parce que ça coûte cher le MMA. En gros, tu dois tout payer toi, que ce soit, ton entraîneur, ton matériel, tes dépenses, tes voyages, tu dois c'est comme ça que tu t'endettes ou c'est d'autres Ah, dépenses? il y a cette dette-là. Donc ouais, le MMA, en fait, c'est pas que ça coûte cher. Ça reste un sport populaire quand tu as ton matos et que tu as du matos, ça va, il dure quand même un certain temps. Mais là où c'est compliqué, ben, c'est qu'il faut payer ton entraîneur, faut payer ta salle pour faire ta prépa physique, faut payer ta bouffe pour perdre du poids, la Ah oui, nutrition. bien sûr. Donc, tu as tous ces trucs-là qui rentrent en compte. Et c'est surtout, c'est que tu combats pour un pack de bière, tu vois, enfin, façon de parler. Donc, moi, ma première ceinture mondiale, j'ai gagné 300 balles, et ma deuxième ceinture mondiale, j'ai gagné 1000 balles, tu vois. Donc, ainsi dire, le ratio reward, il est très, 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 très faible. Tu vois, donc de là, bah, avec la vie que j'avais là-bas, parce que j'étais dans Tokyo, enfin, je bossais et tout, mais même l'argent que je gagnais du taf me limitait, parce que pareil, j'étais en baito, donc j'étais pas. En fait, baito, c'est comme l'intérim, et ta Shine, c'est CDI, et en fait, là-bas, quand t'es un étranger, tu fais du baito, tu vois. Et le problème du baito, c'est que tu es payé en espèces tous les mois, et ouais, c'est pas ouf, tu vois. Donc, OK. t'as pas de sécurité. Moi, de l'autre côté, j'ai ma compagne qui a accouché au final de notre premier enfant. Moi, je suis rentré entre-temps. On a remis en route un deuxième. Donc, Ah bah oui, mais ça si, attends, non mais je comprends. OK, c'est très clair. Et donc à ce moment-là, tu décides de revenir en France, ouais. et Et d'arrêter complètement le MMA. OK, ça c'était ta décision à ce moment-là? Ouais. OK. Ouais, c'est ça, vraiment en mode, Parce que vas-y, tu es laisse. dégoûté ou parce que ça y est, tu as besoin de faire Ah non, pas je suis dégoûté, mais c'est que ben c'est comme si je suis allé me mettre dans une niche, tu vois, et que dans cette niche-là, bah au final j'ai tabassé la niche, mais j'arrive pas à faire level up le business, tu vois.
Donc de là, ben, c'est compliqué. J'ai pas forcément le réseau pour pouvoir, faire grossir, le truc. Donc de là, ben, je me dis, «Ben, vas-y, on abandonne et on repart, feuille blanche et on repart, faire quelque chose d'autre», tu vois? Et donc de là, bah, il fallait tout de suite que je retrouve du taf, donc je repars, dans la logistique, et dans la logistique, tout se passe bien et tout et de là, il y a, un manager, au Brésil qui me contacte pour pouvoir, ben, combattre et faire, une première ceinture mondiale, mais en Afrique du Sud. Donc de là, je me retrouve dans l'est de la France, pas non plus de structure, pour pouvoir, bah, m'entraîner correctement. Bah, au final, pas le choix, obligé de migrer, sur Paris et donc je monte sur Paris, dans des structures, ben, que je connaissais parce qu'il y avait des, Français et des Parisiens que j'avais rencontrés, à Tokyo et de là, bah, je trouve la structure donc qui est le MMA Factory, heu ouais, non, tout se passe bien donc je Et m'entraîne, pendant pour ce ce temps-là, ta combat-là. femme, elle te soutient, dans ces, Ouais. revirements ou à un moment donné, elle te dit: «Bon Alan, là, ça y est, c'est bon, il y en a marre, on a bientôt 2 poupons à la maison, on a besoin d'avoir, un peu de Ben, stabilité», non? il y en avait 2 mais en fait, si j'étais arrivé à un endroit où, tu sais, tu juste un petit plafond de verre à casser et boum, tout se passe bien, tu vois? Et Mmh. en fait, bah, pour pas vivre avec des regrets, on s'est dit: «Bon, bah, vas-y, tente-le. Ouais. Ça passe, ça casse, bah, tant pis, tu pars, tu fais autre chose». Non, mais c'est C'était cool qui d'avoir dit ce soutien à la maison, ouais. qui te, ça joue énormément, j'imagine, psychologiquement. Ouais, bah, après, maintenant on est séparés, mais oui, oui, c'est, non, elle a réellement, elle a fait beaucoup, beaucoup pour moi, pour nos enfants, bah, pour elle aussi un peu, d'une part, mais oui, non, non, Ouais. c'était vraiment, très, 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 très cool, dur quand même, mais cool. Et donc de là, bah, je fais mon combat en Afrique du Sud et ce combat-là, est déterminant pour savoir si je peux rentrer à l'UFC. Donc si je gagne ce combat-là, je peux rentrer à l'UFC. Je perds le combat, je prends, mon 1er KO, 1re défaite. Donc mes chances pour l'UFC, au final, bah, sont compromises et bah, donc je décide de rentrer sur Paris et je fais le choix au final, ben, de rester sur Paris et de faire en sorte, ben, que, mon ex-compagne et mes enfants, montent sur Paris et que, de là, ben, je fasse des études pour être coach de MMA et histoire d'avoir, une bonne situation et de repartir et de, lier, ben, coach de MMA plus, combattant à côté. Comment on vit cette première défaite? Genre, elle fait mal? Parce que surtout que visiblement, c'est de ce combat que dépendait, l'UFC. Comment tu le vis psychologiquement? C'est dur, ou est-ce que, là aussi, tu es résilient, tu te dis: «Ça devait se passer comme ça», tu nous parlais de karma tout à l'heure. Hem, Physiquement, en fait, physiquement, c'est pas dur. Tu prends un KO, tu sens pas, boum, tu électrocuté, merci, au revoir, tu te réveilles, puis, tu oublié des trucs et tout. Mais, c'est surtout, mentalement parce que tu te dis, «Putain, avec tout ce que j'ai sacrifié, enfin, j'arrive ici, c'est compliqué. En plus, ce combat-là, il y avait grave de l'hostilité en Afrique du Sud. C'était une dinguerie, tu vois. Genre, c'était la première fois où je combattais devant autant de gens, devant une foule aussi hostile. Et surtout, non, Hostile c'est que tu te contre dis, bah, toi? ouais, ouais, Et contre dû moi. au fait quoi? Que tu n'es pas africain du Sud? Dû au fait que tu Ouais, du fait que je suis tombé en fait contre. En plus, le pire, c'est que c'était un Congolais, mais qui vivait en Afrique du Sud. Et genre, il avait la moitié de la salle, c'était ses potes, tu vois. Et au final, ouais, non, c'était grave tendu. Et en fait, c'était la première fois où plus ou moins je combattais, j'étais pas à domicile, tu vois. Parce que même quand je combattais à Tokyo, j'habitais à Tokyo, tu vois. Donc c'était en mode, j'étais à la maison quand même, tu vois? Même si, bah, je suis étranger, oui, parce qu'il y avait que des asiatiques, mais c'est pas comme si tu pars dans un pays pour combattre et tu rentres chez toi, tu vois?
Et non, ouais, ça c'était dur. Le fait aussi, ben, de se dire que tes projets sont encore repoussés, l'UFC, tout ça, Ouais. ouais, c'était assez complexe. Donc de là, Donc là, tu ben, décides de devenir coach pour combattants de MMA. ouais, combattant de MMA et même pour du particulier, donc pour apprendre Ok. la boxe et la prépa physique à des particuliers. Donc de là, je me forme, je fais un BPGEPS pugilistique. Donc j'ai mon PPGEPS, j'ai mes clients et boum, je fais mes heures de coaching pour gagner ma vie et pouvoir vivre sur Paris. Et à côté de ça, ben je m'entraîne pour pouvoir combattre. Ça avance, tout se passe bien, je combats un peu à droite, à gauche, et après, bah, boum, période du Covid qui arrive, et pendant le Covid, tout est au ralenti, sauf le MMA, que l'UFC. Et donc de là, moi, j'étais partenaire d'entraînement de Fernand, de Francis. Et après, Francis lui est parti, et derrière, il y avait Cyril Gann. Donc j'étais partenaire avec Cyril. Et de là, j'accompagne Cyril pour un combat à Abu Dhabi. Et en fait, parce que j'avais pas eu le Covid et j'avais fait tous mes tests et vaccins parce que c'était obligatoire. Et de là, j'arrive à l'aéroport et mon entraîneur m'appelle et il me dit, OK, tu rentres, OK, welcome to the UFC, tu combats dans 5 jours. Et genre, ça faisait 6 mois que j'avais fait zéro préparation. C'était vas-y, ouais, on y va, c'est une opportunité, mais ouais, pas serein du tout, tu vois. Et donc, je prends Thomas Spinal, qui est maintenant le champion des poids lourds. Et donc, défaite, mais bref, on savait un peu, pas de prépa et tout, mais on est à l'UFC et maintenant, plus ou moins de nouveaux objectifs, de nouvelles manières de s'organiser et de se professionnaliser. Et, ouais, non, nouveau challenge. Ok. Et après, raconte-nous un peu. Et donc, après ça, boum, les combats, ils s'enchaînent à l'UFC, les prépas. Pour moi, clairement, mon run à l'UFC, après l'UFC, c'est la Champions League, hein, au niveau du MMA, c'est super populaire et connu. Mais pour moi, ça se passe pas bien. Je perds mes combats, des problèmes un peu, je pense, pas du tout physiques ni techniques. Je pense que c'est plus des problèmes dans la tête, au niveau mental, mindset. Et de là, ouais, c'était un peu compliqué pour moi. Donc, tu vois, là, ça fait maintenant 3 ans que je suis donc à la retraite sportive, donc je suis sorti de l'UFC, donc l'UFC Ouais. ils m'ont cuté, et de là, bah, direct, boum, j'ai coupé, et limite, c'est simple, je me suis pas réentraîné, j'ai pas fait de sport depuis 3 ans et demi, tu vois. Et là maintenant, tu regrettes un petit peu de ne pas avoir réussi, entre guillemets, ta carrière à l'UFC. Est-ce que si tu revenais en arrière, tu le prendrais différemment? Ou est-ce que là aussi, enfin, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est le mindset. C'est est-ce que tu te dis, ça devait se passer comme ça, c'est ma vie, c'est mon destin, et au final, une opportunité, on amène toujours une autre? Ou est-ce qu'au fond de toi, tu as quand même un petit peu genre, putain, j'ai eu la possibilité quand même de participer à cette ligue et peut-être je suis passé à côté du challenge. Ouais. C'est ça, c'est plus en mode, je suis passé à côté du challenge, mais en même temps, euh, pour moi, dans beaucoup de choses, j'ai souvent remarqué que je, genre, je fais souvent les choses trop tôt. Je pense que je serais rentré à l'UFC 1 ou 2 ans après, et ben, ce serait pas passé pareil parce que je pense que ça a été trop tôt. Je me suis pas assez bien professionnalisé. Mes démarches, ma manière de m'entraîner peut-être était pas forcément optimale parce que tu vois, j'ai fait les choses.
tout le temps en mode survie, tu vois, tout le temps en mode j'ai besoin de faire ça pour gagner de l'oseille Mmh. et avancer, tu vois. Parce que réellement, enfin, ça a jamais été un rêve, tu vois, d'être champion à l'UFC, tu vois. Moi, enfin, plus ou moins les rêves que moi j'ai toujours voulu, c'était faire du business, tu vois. Ouais. Le Et rêve américain pour toi, c'était surtout une question, de de réussite sociale, business, ouais, de réussite d'argent. sociale et je pense vraiment le côté business, tu vois, de créer quelque chose et surtout d'être reconnu pour ce que tu as créé, ce que tu as apporté toujours être encore différent, tu vois. Et je pense que ouais, le MMA, c'est bien, c'est quelque chose que j'ai fait, qui me sert beaucoup aujourd'hui. Mais je sais que, tu vois, c'est pas la finalité et que c'était une partie de ma vie. Et tu vois, j'ai avancé déjà sur la suite. Donc pendant, on va dire, mon run quand j'étais à l'UFC, bah de là, j'ai plus ou moins, je me suis intéressé au Web3, donc tout ce qui était NFT notamment, parce que moi je suis pas du tout arrivé par le biais de la crypto, c'est arrivé par les biais des NFT et en fait c'est Nouvel An, je dis pas de bêtises, 2021-2022, donc Solana je crois autour des 150, 180 balles je crois. J'ai un pote pendant Nouvel An bourré qui me dit ah je fais de l'oseille à mort, tu devrais venir essayer. Et au final, ben, le lendemain, le 1er ou le 2 janvier, je crois que j'avais déjà acheté mon premier NFT sur la blockchain Solana. Et de là, ben après, tu sais, en fait, moi, en général, quand je découvre quelque chose, j'aime bien vraiment me poser et poncer le truc à mort, tu vois. Et donc, bah, de là, soif de connaissances, je cherchais tout, comment, à savoir, pour gagner déjà plus d'argent, pour éviter de se faire scammer. Donc, genre, en plus, quand je rentre dans le Web3, plus ou moins, où j'achète mes premiers NFT, je n'ai jamais eu d'ordinateur portable. Donc, genre, c'est ma compagne qui me prêtait son ordi pour faire donc mes premiers invests. Et de là, après, je m'achète un ordi, mais pareil, j'avais zéro connaissance pour comment utiliser un ordi et tout. Et donc, ouais, tout ça, je me plonge à fond là-dedans, à côté de mes entraînements et tout. Et de mon taf. Et de là, ouais, j'avance fortement sur le sujet. À côté de ça, il y a MetaFight qui me contacte pour être athlète dans le jeu de MetaFight. Donc, bah, je suis dans le jeu, je signe mon contrat, c'est Donc cool et ça tout. c'est intéressant parce que d'ailleurs quand on s'est vu, en vrai, je t'ai dit: «Mais je comprends pas, tu es dans le web 3, tu as un parcours, dans l'UFC, pourquoi tu es pas chez MetaFight? Ou pourquoi c'est pas toi qui as fondé MetaFight? Ou pourquoi, tu es pas devenu associé, des» enfin, en fait, c'était un peu le projet un peu évident, tu vois? C'est comme si demain un joueur de foot, décide de se lancer dans le web 3 en Ouais, par ça. va chez Sorare, bref. Et donc tu me dis qu'à ce moment-là, en fait, tu es, je crois, Ouais, même advisor, c'est hein, je ça. crois, Je suis advisor donc chez MetaFight et de là, bah, tac, tout se fait bien, j'avance, je leur donne des conseils, je les fais rentrer plus ou moins dans des endroits où ce serait compliqué bah, de rentrer quand tu fais pas partie du milieu du MMA. Et de là, ben, de base, avant de bosser pour eux, je les rencontre, donc je signe mon contrat juste pour être athlète, tu vois, dans le jeu, mais pas forcément encore pour être advisor. Et je les rencontre à Los Angeles, où là, on a une discussion pendant toute une nuit et je parle, enfin, je les fais rentrer avec nous. Ils sont vers Cyril, enfin bref, ils ont accès à des trucs de ouf pendant la Fight Week à l'UFC. Et de là, en fait, c'était plus en mode, c'est pas moi, je vais vous apporter quelque chose, c'est plus en mode, les gars, vous êtes dans le Web3, vous avez une boîte dans le Web3, expliquez-moi comment on fait ci, comment on fait ça, et des projets, des machins, tu sais, parce que plus en mode, j'avais moi soif de connaissances, j'étais en mode, bah les gars, je ne vais pas vous lâcher, vous êtes dans le bail, Et venez. là, c'est pareil, ce qui t'intéresse, c'est essentiellement, la partie, financière, spéculative et cetera? Ou est-ce que, il y a autre chose qui t'intéresse dans cet écosystème à ce moment-là,
que ce soit les valeurs de décentralisation, que ce soit la partie un peu new tech, la partie communautaire. Ouais, moi, c'était la partie tech surtout, de comprendre comment ça. Parce qu'au début, c'est simple, j'ai acheté mes premières NFT, mais j'en savais rien de comment ça marchait la blockchain, quelle était la différence entre telle chain et tel smart contract et quel truc, tu vois. Au début, tu t'en fous et en fait, parce qu'au début, tu vois peut-être que le côté financier à ça et le côté spéculatif où c'est un peu en mode tu fais du gambling, tu es au casino et tout, donc c'est cool. Mais après, quand tu es vraiment piqué, ben, tu cherches à savoir un peu plus les nouveaux protocoles, les nouveaux trucs. Et de là, moi, c'est plus dans ce sens-là où ben, l'équipe de MetaFight, je leur dis, les gars, s'il vous plaît, expliquez-moi et surtout plus en mode ouais, soif de connaissances. Donc, on parle et on fait en plus ou moins de l'échange de mon procédé où moi, ben, je deviens advisor pour eux. Et eux, à côté de ça, ben, ils m'initient à plein de trucs et ils m'expliquent un peu comment se passe le game du Web3. Parce que moi, mis à part ça, j'avais jamais eu un taf derrière un ordi. Je savais pas comment un ordi ça tournait et compagnie. Donc j'avais, on va dire, pas mal de retard, tu vois, à rattraper. Donc de là et tout, on avance. Et après, c'est là où moi, je suis devenu aussi, à côté de ça, je faisais de la pige sur RMC. Donc, je commentais les combats de l'UFC. Et, euh, et de là, il y a un événement qui se fait à Paris sur Arès. Et en fait, je décide avec la communauté de MetaFight bah, d'organiser un dîner où les gars, ils peuvent venir rencontrer un combattant de l'UFC et pouvoir parler avec eux. Et de là, je rencontre ben, mon associé Steve, qui est enfin maintenant aujourd'hui mon associé, mais on se rencontre et lui, il était à fond sur la blockchain Solana, tu vois. Et je rencontre Chiki aussi à cette première soirée. Et de là, moi, j'étais à fond sur Solana, tout, et en fait, on décide ben, de se follow les trois, on parle beaucoup. Après, je parle beaucoup plus avec Steve. Et de là, avec Steve, au bout d'un moment, on se dit, bon, bah, vas-y, c'est cool, on bosse chacun dans le Web3, mais maintenant, qu'est-ce que nous, on peut faire pour nous apporter notre pierre à l'édifice? Et de là, bah, on se dit, bah, vas-y, viens, on monte une boîte. Donc, on fait pas mal de réunions un peu tous les soirs. Au début, on s'était dit 30 minutes, mais c'est des réunions limite d'alcooliques qui durent jusqu'à je sais pas quelle heure, tu vois. On Et au résume. final, bah, on brainstorm. Et de là est né plus ou moins Anywhere. Et maintenant, bah, tu vois, on a avancé, on a vraiment très très bien avancé sur le sujet, tu vois. Et puis non, Alors c'est cool. justement, donc déjà merci encore une fois, hein, de nous raconter un petit peu le parcours et c'est vrai que, bah, je ne suis pas déçu, hein, parce que c'est vrai que pour le coup, tu es passé par plein de phases, et tu as un mindset intéressant, vis-à-vis de la notion d'échec, et surtout sur, bah, tu es très lucide sur ce que tu allais chercher, sur ce que tu as trouvé, et sur comment, bah, justement, te relever. Donc ça, c'est vraiment très cool. Merci, hein, pour cette transparence. Et, Hem alors, Anywhere, justement, le projet, c'est en 2 mots, comment ça vous vient? Parce que, toi, tu es dans les NFT, Steve, je ne sais pas exactement ce qu'il fait, mais peut-être il fait un peu de DeFi ou un peu d'NFT, et cetera, je ne sais pas. Mais donc à ce moment-là, comment vous vous dites qu'on va faire du phygital? C'est-à-dire qu'on fait du physique, du vrai et en même temps avec un lien évidemment sur la blockchain. C'est pas forcément très intuitif et surtout, Solana, alors tu me diras les années, hein, mais il y a eu quand même une phase où Solana, plus personne n'y croit, après l'affaire FTX, etc. Comment vous vivez ça, justement, vous, de votre côté? et ben, au final, enfin, plus personne n'y croit. Moi, je suis arrivé dans les tops, tu vois, où il y avait Solana, et au final, bah, je suis resté pendant tout le bear market. C'est ça, c'est-à-dire que toi, tu arrives, si je comprends bien, donc en janvier 2022 à peu près, et donc en fait, tu es sur la descente, en fait. Ah, je suis sur fortement. Et là, donc on passe de 150 $ à il va se maintenir entre 8 et 30 $ pendant 2-3 ans.
avant finalement de reconnaître Son une deuxième run, ouais. apogée avec les meme coins, etc. Mais ça, il va falloir attendre 2024 pour ça. Donc Et pendant bah, peut-être 2 ans, voilà. Et donc justement, qu'est-ce qui vous retient à ce moment-là? en fait, pendant toute cette période-là, on se dit, bah, on reste, grave à fond, dans les communautés auxquelles, on appartient, que ce soit, chez Tiki, que ce soit plus internationalement, chez les Mad Lads et compagnie. Et en fait, on continue à poncer le truc parce que au final, il y a des opportunités. Quand même, si on parle vraiment en termes de spéculation, même en bear market, tu as des opportunités, il y a des choses qui se font, il y a des nouveaux protocoles, plus ou moins, qui se préparent, tu as des nouveaux projets qui se build et au final, ces projets-là, même en bear market, tu es encore dessus, tu es early, au final, quand tu vas arriver en bull, tu seras déjà dans le truc quand les autres vont arriver et c'est là où au final, qu'il faut, plus ou moins faire tes sorties, tu vois? Et donc, quand tu commences à comprendre, un peu tout ça, tu te dis: «Bah, vas-y, viens, c'est pas grave, on lâche pas, on reste déterminé, on croit surtout, en la tech et surtout, chez Solana, moi, c'est pas trop une histoire de tech, tu vois? Chez Solana, moi, c'est plus, je crois au collectif. Parce Ouais, que moi, la je suis communauté, d'accord. elle est énervée, tu vois? Alors évidemment, c'est bien que l'UX soit intéressant, c'est bien que Phantom marche bien, le produit en lui-même, il est quand même une des forces, on va pas se mentir. Mais en fait, des blockchains qui vont aussi vite, il y en a plein, Ouais. la décentralisation, on pourrait en discuter, les pannes, moi je suis d'accord avec toi. En fait, Solana, la tech, elle est suffisante par rapport à ce qui se fait dessus. Mais clairement, c'est pas pour ça, enfin, c'est pas ça qui valorise Solana Ouais, c'est l'écosystème. c'est c'est clairement, la communauté, tu vois? Bah Et oui, c'est la l'écosystème qui s'est communauté créé, les développeurs, les protocoles, la diversité des projets. Et puis, ce que tu dis est intéressant, c'est vraiment le côté écosystémique, avec Super Team aujourd'hui qui a amplifié ça au niveau local. Et donc, ouais, je partage cela et j'en parle d'ailleurs assez souvent de mon côté à ceux qui misent tout sur la tech ou sur le produit. En fait, ils n'ont rien compris parce que si personne n'adopte cette tech, ouais. elle sert à rien la tech si elle n'est pas adoptée et s'il n'y a pas derrière des humains et des écosystèmes qui se créent autour, ça n'a aucun intérêt. Donc, ouais, ouais, je comprends, c'est une bonne mentale. Et alors, justement, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce projet d'Anywhere? On parle de Figital, on parle d'une ligne de vêtements, on parle d'événementiel, on parle de B2B. Alors qu'en fait, c'est quand même assez contre-intuitif avec le Web3 qui est complètement digital, qui est assez retail sur Solana. Vous prenez un peu le contre-pied de ce qui se fait à ce moment-là. Raconte-nous un peu justement ce brainstorm. En fait, donc déjà, de base, on était parti sur le constat que le merch, mais que ce soit dans le Web3 ou le merch en général pour tout, était pas forcément qualitatif et que plus ou moins, ça manquait, on va dire, de suite, mis à part t'achètes le t-shirt d'un artiste ou d'une boîte ou d'une IP que tu kiffes, tu l'as, mais tu vas le mettre une ou deux fois lors d'un event et en général, en termes de qualité, vu que c'est un t-shirt à 4-5 balles, au final, derrière, soit tu vas l'utiliser pour faire des chiffons ou quoi que ce soit, tu vois. Et donc de là, de ce constat-là, on se dit, ce serait un peu cool de pouvoir avoir un vêtement déjà quand même assez qualitatif, mais surtout d'avoir un vêtement customisable qui fait que ce vêtement-là, vu qu'on fait partie de plein de communautés, qu'on puisse pouvoir, suivant si je fais à tel événement, je fais, je sais pas, NFT Paris, je fais le side event de Monkey DAO et après je fais le side event de Ledger et après je fais le side event de je sais pas d'un autre protocole de Solana par exemple, de pouvoir à chaque fois au final avoir un merch qui s'adapte et qui change suivant l'endroit où je vais et suivant avec qui je suis, tu vois, et suivant plus ou moins le mood
que j'ai à mon réveil le matin. Et donc de là, bah, on part sur une collection de vêtements plus ou moins interchangeables avec le fait de pouvoir avoir des emplacements velcro et de pouvoir y apposer des patchs. Et ces patchs-là sont full customisables. Mais oui, vous avez, Steve et ou toi, déjà, des compétences, des connaissances ou même une appétence avec le milieu de la mode et du design ou c'est un truc que vous découvrez sur le tard? Parce que c'est un métier quand même, de dessiner une ligne de vêtements, de contacter des fournisseurs, dans le textile, les travailler les cotes, les matières, enfin, j'y connais rien, mais c'est quand même, du boulot. Qui, apporte la compétence ou est-ce que vous l'apprenez, sur le tard? Donc moi, c'est plus moi qui m'occupe du côté produit. Steve, il est plus plutôt opérationnel et marketing. Et au final, bah, moi, j'ai des amis autour de moi qui, eux, sont dans le textile et tout. Et de là, bah, j'en contacte un qui a designé Venom pendant 20 ans. Et je lui dis, frérot, je vais faire une gamme de vêtements. Vas-y, il faut que tu me donnes un coup de main. Et on co-design, je te dis un peu bah, mes espérances, ce à quoi bah, je veux que ma marque, ce que ça fasse, où est-ce qu'on veut avancer et tout. Et de là, ben, on se pose et je co-design avec lui Anywhere. Et de là, au début, on pense pas tout de suite à mettre les puces NFC. Donc déjà, au début, c'est le fait de pouvoir mettre d'abord les patchs et tout. Et à Donc au côté de ça, départ, en c'est-à-dire fait, que c'est pas pardon, hein, mais pour comprendre l'idéation, au départ, il y a pas de il y a digital? rien de Web3 au début. Au début, c'est juste parce que nous, on est dans la niche Web3, on voit un pain pendant les événements Web3 et on se dit, bah, viens, on résout un truc pour ce pain-là, tu vois. OK, OK. Et donc de là, moi, à côté de ça, j'étais product manager pour une marque de luxe de lunettes, donc John Dahlia, où au final, ben, ils avaient certaines problématiques qu'on a résolues en faisant au final la première lunette munie d'une puce NFC qui est sur la blockchain. Et donc de là, Steve, ben, je lui dis, frérot, en fait, j'ai travaillé là-dessus, tout, machin, ben, viens, on met des puces NFC, et comme ça, avec les puces NFC, ben, on va pouvoir pousser le truc encore plus loin sur le côté, Sur surtout l'expérience? service et expérience derrière, en plus du vêtement. Et donc, on partirait plus sur du techwear, tu vois. Et donc de là, bah, OK, on essaie de checker un peu les specs, qu'est-ce qu'on voudrait que ça fasse et tout. Et de là, ben, maintenant, on en est parti sur, au final, donc on a 3 verticales. On a la première verticale qui est Anywhere B2C, donc notre première MVP, où tu as les vêtements, et les patchs, qu'on a vendus, la première collection, en pré-vente. La deuxième verticale, ben, c'est plutôt le faire, mais pour le B2B, où là, on va sortir une collection qui s'appelle Merch by Anywhere, parce qu'en fait, on s'aperçoit que notre collection retail est un peu trop chère pour le B2B. Le B2B, pour l'instant, nous achète des patchs, mais maintenant, ils aimeraient le support. Donc, le but, c'est qu'on va leur sortir une collection avec un support qui sera beaucoup moins, on va dire, complexe au niveau du vêtement. Donc, le but, c'est qu'on réellement, on leur ramène un nouveau support cool, tu vois, mais beaucoup moins cher et beaucoup plus accessible pour eux. Et après, la troisième verticale, c'est plus au niveau de l'entertainment, où ça, bah, c'est par rapport aussi à des choses que j'ai vécues, où en général, les artistes et les sportifs ont du mal à être mis en relation réellement avec leurs ultra fans. Et le but, ben, c'est de créer des expériences ultra fans avec du ticketing derrière les pages, du ticketing et de l'expérience VIP ultra fan. OK, donc c'est ça qui est intéressant et moi, en fait, j'ai des travaux, là et donc je mets le casque. Tu m'entends Sans toujours? souci. Ouais, ouais, je t'entends toujours. Je disais, ouais, donc c'est ça qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est de voir, comment les choses, en fait, elles évoluent et comment est-ce qu'on découvre les limites d'un modèle et comment, bah, on décide de le faire évoluer, pour, bah, les dépasser, en fait. Donc tu as la notion de coût, tu as aussi la cible B2C, B2B. Comment, justement vous êtes que 2 chez Anywhere?
Pour l'instant, on est 2 sur le papier, mais derrière, on est 7 ou 8 quand même. Ouais. 7 ou 8. Après, pour l'instant, bah, tout le monde, met, du sang et de la sueur, sur le projet. Là, pour l'instant, on est en levée de fonds. Bientôt, on va pouvoir clôturer, la levée, ben, pour pouvoir, ben, avancer, plus loin et scale, nos produits et scale, tout simplement Anywhere. OK, alors comment est-ce qu'on arrive à lever des fonds sur une activité comme celle-ci? C'est-à-dire à réussir à convaincre, la levée de fonds sur un produit, textile, hyper concurrentiel avec derrière une touche de Web3, donc le côté un peu dégène et puis finalement les 2 marchés, est-ce qu'ils se parlent? Est-ce que c'est les mêmes investisseurs ou est-ce que, il y a enfin, tu vois, moi, ma question à un investisseur, il se dit: «OK, le textile, je maîtrise, je connais les codes, les valos, et cetera. Le Web3, je connais aussi, c'est très cyclique, et cetera. Comment vous arrivez à concilier justement un pitch alors que vous êtes sur 2 secteurs qui sont quand même assez, qui sont intuitivement pas tout à fait liés, tu vois? Bah, déjà pour nous, en fait, on n'est pas, on se considère pas comme, Web3, tu vois? Comme projet, je pense qu'on est plus, un projet, Web2 qui, utilise, plus ou moins les codes du Web3 et certains aspects, techniques que, propose, le Web3, tu vois? Parce que je trouve, aujourd'hui, il serait temps, tu vois, qu'on fasse évoluer le Web3 en mode, OK, on a compris, c'est, l'ère du nouvel internet, mais maintenant, aujourd'hui, les utilisateurs, ils utilisent internet, mais ils savent pas forcément comment internet est fait ou comment internet marche et ça, le but pour nous, bah, c'est vraiment d'utiliser tous les véhicules que le Web3 peut nous mettre à disposition pour pouvoir, bah, mettre en place, tous ces outils-là, dans Anywhere, mais sans forcément que le client, au final, ben, sente que, il ait besoin d'apprendre de nouvelles compétences ou de faire, tout un tas de tutoriels, pour pouvoir, ben, porter, sa SAP ou, pouvoir, vivre, une expérience, textile, différente. Et autrement, par rapport aux invests, alors c'est vrai que nous, là où c'est compliqué, c'est que, pour certains, on n'est pas assez tech. Parce que, là, bah, avec, l'ère de l'IA, les gens, ils ont que ça, les gros invests, ont que ça à travers la bouche, oui, l'IA ou, les plateformes SaaS et compagnie. Mais en même temps, je pense qu'au début, on était vachement, dirigés plus sur des gros profils, VC, et compagnie Web3 et au final, il y en a qui comprennent, mais maintenant on essaye plus d'aller, sur, des invests, qui comprennent, qui ont des notions du Web3, qui font du Web3, mais surtout qui font le pari, d'aller vers un produit un peu plus exotique, donc comme, ce que propose Anywhere, puisque à la fois on est retail, on est un peu tech, donc comme tu disais, on a un peu, le cul, entre 2 chaises. Donc ça, il y en a qui font, le pari là-dessus et surtout, bah, sur, ce qui mise, enfin, c'est pas pour me jeter des fleurs ou compagnie, mais c'est sur, Steve et moi, tu vois? C'est plus sur, nous, on va dire les fondateurs, qui avons, une vision et surtout, une roadmap, ben, au carré et pour l'instant, qui arrivons à exécuter et à vendre. C'est plus ça qui au final attire les investisseurs que réellement, le projet, oui, attire, mais, c'est pas, maintenant aujourd'hui, les gens, on investit sur l'homme. Les gens investissent plus sur l'homme que, Ouais. sur les projets. OK, mais alors donc tu nous as raconté un petit peu ton parcours, notamment, dans l'UFC, mais pas seulement et tu disais que souvent, justement, tu avais été un peu, au niveau du timing, pas ouf, tu vois? Un peu en avance, et surtout, toujours un peu, en mode, justement, combattant, toujours, galérer, là, aujourd'hui, avec Anywhere, comment tu estimes, en être aujourd'hui? Est-ce que tu as atteint une certaine, phase de, maturité, de stabilité, qui fait que tu peux réfléchir tes différentes, stratégies? Ou est-ce que là aussi tu te dis: «Il faut qu'on gagne de l'oseille là», et est-ce que qu'est-ce que tu as appris justement de ton parcours qui fait qu'aujourd'hui Anywhere, ça pourrait réussir par exemple, tu vois? Bah,
Là, ce qui est déjà bien par rapport à certaines startups que tu peux avoir dans le Web3 ou même startups en général, c'est qu'avec Anywhere, on gagne déjà de l'argent. Donc ça c'est déjà quelque chose de bien. On a réussi à être vraiment rapide, focus et bien entouré. Ça aussi, très important pour pouvoir sortir le premier produit. Mais aujourd'hui, tu sais, quand je te disais que sur beaucoup de choses, quand je les ai faites trop tôt et compagnie, mais je pense que maintenant, par rapport à mon âge, je suis arrivé à un certain seuil de maturité et d'expérience, enfin, avec toutes ces expériences passées, parce que on va dire que j'ai eu un peu une vie de chat, tu vois, parce que je pense qu'il y a plein de trucs aussi que je vous ai pas dit, mais qu'on a sauté. Et, euh, et en fait, je récolte plus ou moins les fruits de toute cette vie et d'expériences différentes. Et ce qui est cool, ben, c'est que aujourd'hui, je suis encore dans une filière, tu vois, dans un secteur, dans une niche qui est encore nouvelle. Elle est nouvelle, tu vois, le Web3 ou même le côté startup ou même la techware, c'est encore nouveau, tu vois. Donc, je suis pas, on peut pas dire que j'arrive dans un truc et je suis en mode trop tôt. Si là, pour moi, on est là au bon moment, au bon endroit. Maintenant, c'est à nous de faire en sorte que ben, le techware soit plus adapté. Enfin, c'est pas adapté, comment dire, soit adopté, excuse-moi, que le techware soit adopté et que les gens comprennent. Et parce que derrière, mis à part, c'est pas le fait simplement de pouvoir s'habiller, tu vois, il y a des vrais use cases derrière ça. Par exemple, je vais prendre ça au niveau des artistes. La plupart du temps, bah, un artiste, lui, il fait du son, il vend du stream et compagnie, mais derrière, il va bosser avec un tourneur. Donc, on va prendre Live Nation ou Ticketmaster. Et ces tourneurs-là, c'est eux en général qui ont la data et qui connaissent les fans de l'artiste. Mais le but, ben, maintenant, c'est de faire en sorte que l'artiste, lui, avec du Anywhere et en créant plus ou moins des expériences de dingue avec de la tech, avec du vêtement et avec de l'expérience, et ben arrive à plus ou moins à reprendre un peu toute la Ouais. data aussi sur On ces on ultra fans. comprend, Tu vois. on comprend que tu as envie de remettre l'artiste au centre du jeu. Aussi, on comprend que tu as envie de rapprocher l'artiste de ses fans, de désintermédier un petit peu, tout ça. Ma dernière question, ça va être sur ça, ça va être sur comment est-ce que tu arrives à changer ou à faire évoluer un modèle, qui existe depuis, des décennies, qui est sans doute, vérolé, voire corrompu, ou en tout cas contrôlé par des géants multinationels et richissimes qui gèrent justement ce business du merch pour les artistes de toutes sortes. Comment vous arrivez à prendre ne serait-ce que 1% de part de marché de cela? Et ça, c'est, j'imagine, n'importe quel investisseur doit vous poser cette question de cette façon-là, peu ou prou. Le but, franchement, c'est pas de changer en fait le game, tu vois. C'est comme nous, le vêtement, c'est une marque de streetwear. Le patch, ça existe depuis des décennies. Enfin, on a rien inventé, tu vois. C'est juste, on prend des choses, on fait des combos avec et on essaye de l'adapter et de faire en sorte, ben, que au final, même un tourneur, tu vois, où à l'heure actuelle, on est en discussion avec Live Nation pour travailler ensemble. Bah, on peut travailler avec Live Nation, on peut travailler directement avec les artistes. Le but, c'est pas de se dire j'ai un produit et je le fais que pour une seule personne dans un milieu. Non, c'est j'ai un produit et mon produit, il peut être à la fois utile pour toutes les personnes dans la hiérarchie, on va dire, du secteur, tu vois. Et c'est ça le but, c'est qu'on n'essaie pas non plus d'arriver et de renverser le game ou de tout changer le game. Non, c'est juste on essaye d'arriver et surtout bah, de nous introduire, nous, dans un mode où ben quand tu veux faire maintenant un concert stylé, quand tu veux faire où tu veux être en relation avec ton artiste ou ton sportif, et ben le fait que maintenant les gens vont plus tard se dire
ben ouais, en fait, c'est grâce à Anywhere qu'on pourra le faire et c'est grâce à Anywhere, ben c'est eux qui sont, on va dire, au top de ce truc-là. Je pense qu'il y en a d'autres qui feront, maintenant je vois, hein, du techwear, il y en a de plus en plus, qui sortent, tu vois? Et c'est parce que c'est la nouvelle, manière de consommer, la SAP, de demain, tu vois? Et je pense que, bah, nous, on est early sur le truc. Maintenant, c'est, d'essayer, ben, plus ou moins, de faire en sorte que, les secteurs avec lesquels on veut travailler, arrivent à comprendre où est-ce qu'on veut les emmener, où est-ce qu'on peut les emmener, avec notre produit et que tout simplement ils l'adoptent et puis qu'on bosse ensemble et puis, ça se passera bien, tu vois? OK, bah, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas, que ça se passe, bien. Merci beaucoup Alan, d'être passé, dans, l'émission, de nous avoir raconté, ton parcours. Évidemment, je vais te souhaiter, plein de belles choses, la réussite pour Anywhere et puis même, pour toi. Je sais pas si tu pars un petit peu en vacances? Si oui, Si ouais, je pars un peu en vacances là, je vais, faire un break à Hendaye, pas loin de tu sais, un peu plus bas que Biarritz, ouais, ouais, je pour vois. peut-être, ben, après, remonter, sur Chaccaray et après, finir les vacances, à Chaccaray et après repartir, au charbon, à Paris. Parce que, de base, en fait, avec Steve, on voulait pas couper pendant cet été, mais perso, tout le monde, au final, on s'est dit, enfin, tout le monde nous a dit, ouais, non, je suis pas là, je suis en vacances, je bosse pas, je suis break, le machin. Donc, on s'est dit, bon, bah, vas-y, tout le monde prend repos, donc nous aussi, faut qu'on prenne le repos du guerrier. Et Ouais, puis bah, écoute, on repart à la guerre en septembre. voilà, c'est ça, c'est, reculer, bah, reculer, se reposer en tout cas pour mieux sauter. Bah, écoute, merci encore Alan, et puis, bah, écoute, à bientôt sur la chaîne. Yes, merci, merci à toi, Jérém. Et puis, désolé, j'ai pas trop eu le temps d'interagir avec les gens dans le chat, mais en tout cas, ben, merci, merci d'être là aujourd'hui et d'être là ben, tout le temps pour ceux qui suivent Jérém. Et je prendrai, Jérém, un peu plus le temps de regarder ce que tu fais. C'est vrai qu'on s'est vu plusieurs fois de vive voix, mais je vois souvent les notifs et tout. Mais je prendrai le temps de venir faire un coucou un peu N'hésite plus pas, souvent. et puis, de toute façon, comme je dis souvent, c'est vrai qu'on fait beaucoup de contenu, on fait beaucoup d'émissions, mais après voilà, tu sais, c'est comme, un buffet illimité. Tu es pas obligé de manger, tout ce qu'il y a, tu Oui, viens et avec, plus de 660 vidéos, aujourd'hui et des milliers d'invités. Balade-toi et regarde ce qui t'intéresse. Et si tu peux apprendre quelque chose, bah, ce sera en tout cas un grand plaisir. Merci en tout cas pour ces mots, c'est adorable. Et puis je te souhaite une très belle journée, une belle continuation pour la suite. À très vite, Alan. merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao. Bien, cette émission est terminée. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi j'ai eu à l'animer. Évidemment, je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner à l'ensemble de nos réseaux. Vous pouvez également soutenir la chaîne grâce au Tipeee que nous avons lancé il y a maintenant quelques semaines de cela. Merci à celles et ceux qui ont déjà donné. Vous pouvez, à partir de 1 euro, eh bien, nous soutenir et contribuer justement à la continuité de cette chaîne. Je vous souhaite à toutes et toutes une excellente journée. Demain matin, on se retrouve à 10 h en anglais avec William Simonin, le fondateur de Tada, pour voilà, un entretien sans filtre sur Tada, le parcours, l'état et puis surtout les projets à venir. Et puis vendredi matin, comme je disais tout à l'heure, je recevrai Agathe Davray, avec laquelle là aussi on aura un échange voilà, sans filtre sur eh bien, son parcours, ses positions sur l'écosystème Web3 crypto français. Et puis, on parlera évidemment de ce qu'elle build aussi, puisqu'elle a une agence marketing Web3. Voilà, encore merci à tous. Prenez soin de vous. Et puis, bah, à demain matin, 10 h, même heure, même endroit. Salut à tous!